Hello! Il y a à peu près une semaine, je participais à un événement organisé par Chemin d'Avenir, qui est une association qui aide les lycéens issus des zones rurales ou issus de certains milieux défavorisés à en apprendre plus sur leur avenir professionnel et à intégrer des grandes écoles ou en tout cas à choisir la voie qui leur convient le mieux. Donc j'ai été invité dans le cadre d'une intervention au titre des activités que j'ai chez Phoenix Mobility. Et donc dans cette vidéo, qui est mes extraits d'intervention, je reviens sur mon parcours, sur les conseils que je donnerais à un lycéen, sur mon point de vue sur l'orientation et sur ce qu'ils peuvent faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous intéresse. Si vous avez un petit frère ou une petite sœur qui est au lycée, ou si vous-même vous êtes au lycée, mais vous pouvez retrouver tous les détails de cette intervention juste après. À bientôt. Merci beaucoup déjà pour cette invitation. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, en quelques mots, moi, je suis le cofondateur de Phoenix Mobility. Phoenix Mobility, on est effectivement une start-up. On convertit des véhicules thermiques en véhicules 100% électriques. Je pourrais répondre à toutes vos questions là-dessus plus tard. Et on est une trentaine maintenant. On a créé l'entreprise il y a 1 an et demi à peu près. Et donc, on est désormais 30 salariés. Donc, ça a été un parcours assez intense et assez sympa. Et je serais ravi de vous partager tous les détails, mais du coup, je vais revenir un peu sur ce qui s'est passé avant pour être dans le thème de cette question. Moi, donc, j'ai fait un lycée vraiment en campagne de campagne. Enfin, c'était un très bon lycée. J'y étais super bien, mais enfin, clairement, il y avait des champs autour de mon lycée et des vaches à l'intérieur, sans déconner. Genre, c'est très véridique ce que je dis, et c'était génial. Et j'ai passé des années qui étaient ultra cool. Et ensuite, j'ai fait Sciences Po Lille, qui était une école super. Et mon rêve à cette époque-là, c'était un peu d'être haut fonctionnaire. Donc, je rêvais de passer les concours de la haute fonction publique, l'ENA, l'Assemblée nationale, le Sénat, la Banque de France, enfin, ou le ministère des Affaires étrangères, peu importe. Mais mon rêve, c'était de rejoindre les plus hautes institutions de l'État. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme prévu, comme pas mal de choses, je pense, dans la vie. J'ai plutôt pas mal progressé vers cet objectif, puisque je l'avais vraiment en tête. Et en fait, un des stages que j'ai fait au cours de ce parcours, c'était au ministère des Affaires étrangères. Et j'étais dans une direction ultra prestigieuse du ministère des Affaires étrangères, puisque c'était la direction en charge des affaires du Conseil de sécurité. Donc c'était, enfin, on était en lien direct avec le cabinet du ministre, etc. Enfin, c'était assez intense. Et c'était super cool. J'ai passé des moments incroyables, mais je me suis aussi rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire dans la vie. Et que j'étais avec des personnes brillantissimes qui avaient des parcours de fou, mais dont la vie quotidienne ne correspondait pas à ce que moi je voulais faire. Et donc à partir de là, j'ai trouvé autre chose progressivement. Et en fait, j'ai toujours eu autre chose en même temps à faire. Et je vais m'expliquer par là, c'est que, en fait, une des constantes de mon parcours, et ça revient un peu à ce que Quentin disait un peu plus tôt, mais une des constantes dans ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est que j'ai souvent dit oui à toutes les opportunités qui se présentaient à moi et à tout ce qui passait. Alors évidemment, en étant un minimum malin et sélectif quand même, parce qu'il faut faire attention, mais j'ai toujours dit oui dès qu'on m'a proposé quelque chose. Et en fait, Phoenix Mobility, l'histoire qui est un peu derrière cette entreprise, c'est que j'ai rencontré un de mes associés quand on était tous les deux en stage chez EDF. Moi, j'avais décroché un stage en harcelant 2-3 personnes chez EDF qui avaient fini par me dire OK, allez, viens pendant 2 mois et on verra ce que tu peux faire. Et c'était génial. Je m'étais retrouvé à la Défense je sais pas, je devais avoir 19 ans. Premier moment à Paris, j'étais à la Défense en costume, tout content. Euh, et en fait, donc, j'ai connu mon associé à ce moment-là, et juste on discutait, on était plutôt potes, on allait manger ensemble, etc. Et 2 ans plus tard, il m'appelle, il me dit Antoine, on va convertir des véhicules thermiques en véhicules électriques, est-ce que tu veux rejoindre l'aventure? Et je lui ai dit, bah, évidemment, c'est parti, enfin, let's go, quoi. Et en fait, de fil en aiguille, comme ça, nous voilà maintenant une trentaine dans la boîte, quelques années plus tard, avec des plans de développement qui sont assez sympas, et j'espère qu'on va réussir. Du coup, ce que je voulais vous dire sur ce parcours, il y a un peu deux, trois choses qui ont ponctué tout ça, et je pense que c'est important que je vous les partage tout de suite, tant qu'on a un niveau d'attention élevé, et comme ça après, on pourra être un peu plus tranquille. Moi, je serais soulagé de vous les avoir donnés.
Ces trois choses, c'est déjà, il faut avoir du culot et, et ne pas se mettre de barrière. Et vraiment contacter des personnes. Franchement, enfin ça c'est la deuxième leçon, c'est contacter des gens en ayant du culot. Faites les choses bien, mais honnêtement, l'adresse email de n'importe qui est trouvable sur Internet. Il vous suffit de taper, je sais pas, Emmanuel Macron email, vous allez finir par tomber dessus. Envoyez-lui un courrier ou je ne sais quoi si vous voulez le contacter. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas de limite dans les personnes que vous pouvez contacter et vous savez jamais sur quoi ça peut déboucher. Et en fait, potentiellement, la pire des choses qui va vous arriver, c'est que personne ne va vous répondre. Et à ce moment-là, bah, tant pis, vous n'avez rien perdu, si ce n'est 10 minutes de votre temps et peut-être un timbre ou je ne sais quoi, si jamais vous avez fait un courrier. Mais si vous écrivez un email, vous n'avez pas perdu grand-chose, quoi. Donc, contactez des gens, ayez du culot, faites les choses de manière smart quand même. Évitez de trop harceler les gens, écrivez-leur des emails qui sont sympathiques, pas trop longs, parce que sinon ils les liront pas, ils n'ont pas le temps. Soyez clair dans ce que vous demandez, etc. Mais ça, c'est des règles classiques. Mais donc, faites-le. Vraiment, dites-vous, cette semaine, je contacte 3 personnes qui m'inspirent et je suis très honnête avec elles. Bonjour, vous m'inspirez, etc. J'adore ce que vous faites sur tel et tel truc. J'ai une question pour vous, machin. Est-ce que vous pouvez me répondre? Et si vous avez le temps de me faire même 2 bullet points, je serais super content. Bonne journée, à bientôt. Et en fait, vous savez jamais sur quoi ça peut déboucher. Donc vraiment, contactez des gens, ayez du culot. Et la dernière chose que je voulais vous dire, la troisième, c'est dites oui à toutes les opportunités qui se présentent à vous et ne laissez pas d'opportunités passer. Vous serez sélectif beaucoup plus tard. Quand, en fait, vous allez, à force de dire oui, à force de rencontrer des gens, à force de vous projeter vers l'extérieur, vous allez créer une sorte de vélocité. Et après, la roue, elle va tourner tout seul et tout va se générer pour vous. Et à ce moment-là, vous pourrez commencer à dire non à certaines choses ou à ralentir. Mais clairement, au début, dites oui à tout ce qui passe et faites un maximum de trucs. Et enfin, vraiment, les coûts d'accès à n'importe quel marché ont jamais été aussi faibles qu'aujourd'hui. Il vous suffit de créer une page internet ou d'envoyer 3 mails ou de passer 2 coups de téléphone et vous êtes potentiellement un acteur sur un marché ou un acteur associatif ou vous avez un projet ou vous avez quelque chose à porter. Donc voilà, donc vraiment, vous n'arrêtez pas, entrez sur le marché, faites des choses et vous verrez plus tard ce que ça donne et il ne pourra rien vous arriver de mal a priori. Normalement, ça va. Et du coup, j'en profite pour vous recommander un bouquin que j'ai lu récemment qui s'appelle The Third Door, la troisième porte. Je crois qu'il est dispo qu'en anglais pour l'instant, mais ça va sûrement arriver en français parce que c'est un best-seller. Et c'est l'histoire d'un type qui a 18 ou 19 ans au moment où il écrit ce bouquin. Et en gros, il est à l'université en pre-med school aux États-Unis, donc en gros en médecine chez nous, quoi. Il regarde le plafond et il se rend compte qu'il ne fait pas du tout ce qu'il a envie de faire dans la vie. Et il se donne un objectif qui est celui d'interviewer les plus grands de ce monde pour savoir comment est-ce qu'ils ont commencé. Et donc son end goal, c'est un peu d'aller interviewer genre Bill Gates et Warren Buffett. Et il se dit, OK, on va y arriver. Et en gros, vous suivez tout ce parcours initiatique qui va suivre en rencontrant des gens petit à petit, etc., pour arriver jusqu'à Bill Gates. Enfin, bon, bref, la leçon, c'est que vous vouliez contacter Bill Gates ou pas, c'est pas du tout le sujet. Il y a tellement d'autres personnes qui sont successful et avec lesquelles vous aurez un grand plaisir à parler, mais juste contactez des personnes, faites des choses et il se passera à la fin quelque chose de bien. Donc voilà, croyons ça, j'espère. Ultra délicat à envisager sur tous les aspects. Et en fait, l'innovation est souvent contraire effectivement à la préservation de l'environnement, ou en tout cas produit des side effects qu'on n'a pas forcément en tête. Et enfin, typiquement, aujourd'hui, on peut se dire on envoie des mails, il n'y a plus de papier, c'est génial, pour donner un exemple qui est très basique. Sauf que potentiellement, pour envoyer un mail, d'autant plus en fonction de la taille du mail, mais vous avez besoin de serveurs, de câbles qui sont cachés, que vous ne voyez pas, mais qui sont cachés, etc., qui consomment de la ressource. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tout a un coût et des externalités qui peuvent être invisibles, mais qui sont présentes, et c'est souvent le cas dans l'innovation. Bon, maintenant, effectivement, il faut essayer de faire les choses bien. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Et donc, il faut se poser tout de suite les bonnes questions et faire des choix qui sont non seulement économiques, techniques, mais aussi qui répondent à une conviction ou à une volonté de faire émerger certaines solutions. Donc, pour donner un exemple, nous, effectivement, on transforme des véhicules thermiques en véhicules électriques. Sauf que le véhicule électrique a un niveau de pollution qui est important à sa fabrication,
dans le sens où on va mettre des batteries, on va mettre un moteur, etc. Et tout ça, c'est issu de méthodes issues des terres rares. Et donc, évidemment, ça pollue. Alors, ça pollue pas ici, ça pollue pas en France, ça pollue pas en Europe, mais il y a des villages dans lesquels il y a des sols qui sont absolument ravagés par ces métaux rares. Donc, pour en revenir à comment on fait, il faut se poser les bonnes questions au moment où on design le produit. Il faut être responsable par design, donc ça veut dire dès le départ. Donc, comment est-ce qu'on a fait? Bon, déjà, on transforme des véhicules thermiques en véhicules électriques, donc on ne produit pas de châssis, on ne produit pas de sièges, etc. Donc tout ça, c'est de l'économie circulaire, on récupère ce qui existe déjà, on le réutilise, donc là-dessus, on n'avait pas beaucoup de réflexion à porter. Sur le moteur, on utilise un moteur qui est fabriqué en Europe, en Suisse, pour être précis, avec tous les standards environnementaux les plus hauts. Et ensuite, dans tout notre sourcing de fournisseurs, on met l'exigence environnementale comme un des piliers de la technologie qu'on va choisir. Par exemple, dans nos batteries, on avait le choix d'utiliser n'importe quelle technologie de batterie, en soi, puisqu'on commençait, donc on pouvait choisir, alors je vais être un tout petit peu technique, mais on pouvait choisir des batteries nickel, manganèse, cobalt, qui sont les mêmes batteries que celles utilisées par Tesla. On pouvait choisir des batteries lithium-ion, des batteries lithium fer phosphate, etc. Tout ça, c'est des technologies de batterie, donc des chimies de batterie qui sont différentes et disponibles à différents endroits du monde, à différents prix, etc. Nous, on a choisi des batteries lithium fer phosphate pour deux grandes raisons. La première, c'est qu'elles ne contiennent pas de cobalt. Et le cobalt, c'est extrait dans des situations humaines absolument inconcevables. Et donc, nous, par définition, on voulait éviter le cobalt. Donc, déjà, ça, c'est plutôt réussi. Le deuxième élément, c'est que dans le lithium fer phosphate, on a deux métaux qui sont communs, le fer et le phosphate, qui sont extraits partout dans le monde de manière super simple et ultra safe. Donc, ces deux métaux-là posaient aucun problème. Et le troisième avantage, c'est que ce sont des batteries qui durent excessivement longtemps, donc qui peuvent être amorties sur un temps important, et donc qui ne nécessitent pas d'être changées régulièrement. Donc en gros, éviter de surproduire toujours ces batteries. Nous, on peut conserver nos batteries une grosse dizaine d'années, et ensuite on peut les recycler très facilement dans du stockage d'énergie statique, etc. Bon, je rentrais un peu dans le détail, mais donc du coup, comment faire pour que l'innovation et la préservation de l'environnement aillent ensemble? Du coup, il faut choisir directement sa priorité et, être OK sur le fait de dire moi, mes batteries lithium fer phosphate, par exemple, coûtent un peu plus cher et sont un peu moins denses. Donc concrètement, je peux mettre moins de batteries dans le même espace, mais elles sont meilleures pour l'environnement, moins pires que tout ce qui existe sur le marché. Donc je préfère m'orienter là-dessus et avoir l'esprit tranquille quand je vends un véhicule à quelqu'un. Donc voilà, donc comment faire? Choisir sa priorité, bien évaluer les choses, appuyez-vous sur de la donnée, remettez-vous en question régulièrement pour savoir s'il n'y a pas d'autres technologies qui existent ou savoir s'il n'y a pas une autre manière de faire. Et la dernière peut-être qui est intéressante, c'est essayer de rester low-tech dans votre innovation. Donc, low-tech, c'est un peu l'opposé de la high-tech. Donc la high-tech, c'est tout ce qui peut y avoir de plus connecté, de plus difficile, de plus intense en technologie. La low-tech, c'est ce qui va être le plus simple et le moins énergivore. Et c'est un mouvement qui se regarde, qui est très présent dans la construction notamment. Mais nous, on essaye aussi de l'intégrer dans le véhicule électrique. Alors, c'est pas facile parce qu'il faut toujours conserver un niveau d'usage et de prestation client qui est important parce que vous n'avez pas envie de rentrer dans un véhicule qui est pas sympa. On a tous un niveau de confort et on espère tous avoir mieux dans le futur, donc c'est OK. Mais juste, voilà, essayons de bien designer les choses et d'éviter les surconsommations et ça le fait. Et ensuite, au cœur même de votre entreprise ou de vos projets associatifs ou autres, vous pouvez avoir des pratiques qui sont environnementales, comme, je sais pas, prendre du café en grains et pas des capsules. Enfin, c'est très bête, mais en fait, si vous faites ça fois 200 salariés, fois 2 cafés par jour, fois 220 jours ouvrés par an, fois 10 ans, en fait, vous avez un nombre de capsules en aluminium qui est énorme. Donc, voilà, ne négligez pas ces petites habitudes et ces effets composés du temps qui vont vous permettre de décupler votre impact.
J'espère que j'ai répondu à la question. Mathilde, dis-moi si Tout à fait, tu oui, as un oui. projet. Un de mes associés m'appelle, à l'époque on était potes, il m'appelle et me dit Antoine, on va convertir des véhicules thermiques en véhicules électriques. Je lui dis évidemment, et ensuite ça a été galère. Donc nous on a eu tout le parcours le plus traditionnel d'une startup en France, donc on a participé à tous les concours d'entrepreneuriat qu'on pouvait trouver. On allait partout, partout, partout. Lille, Saint-Malo, Paris, Marseille, peu importe, on y allait, on pitchait le truc, on rencontrait des gens, on essayait de gagner de l'argent, etc. Comme ça, on a réussi à récolter 150 000 euros pour lancer un premier projet. Et c'est là où c'est devenu sérieux parce qu'en en fait, on a eu aussi un peu de passage à la radio, etc. Et en fait, on a été contacté par des personnes qui voulaient se joindre à nous. Euh, et donc, on avait très vite eu notre premier salarié qui avait 15 ans d'expérience chez Renault, etc. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, ça devient un peu plus sérieux parce qu'il faut effectivement créer une entreprise. Jusque-là, on était cinq potes à dépenser un peu d'argent dans des voitures en essayant de les convertir à l'électrique, mais on n'était pas vraiment une entreprise. Donc après, là, c'était parti. Et ensuite, tout est assez traditionnel. Juste, on contacte des personnes. Moi, j'essaie de faire la partie business, donc de générer du revenu, de générer des premiers clients, de générer des premiers démonstrateurs. L'équipe technique convertit des véhicules électriques, à l'électrique, et en même temps, on essaye de trouver des fonds, de lever de l'argent, etc. Donc, ça, c'est un peu ce qui s'est passé. Sur les difficultés, je rejoins beaucoup ce que disait Clotilde sur le fait que c'est un marathon et pas un sprint, clairement. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de podcasts ou d'interviews d'entrepreneurs, etc., qui peuvent vous dire on a fait un PowerPoint, on a levé 3 millions d'euros ou 15 millions d'euros et c'était parti, on était 50 et on a tout cassé. Voilà. Nous, on vit exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on galère à chaque étape de notre projet et c'est comme ça, et c'est super dur. Et il y a des moments où on se dit, c'est bon, quoi. Enfin, à un moment donné, laissez-moi tranquille. Et enfin, vraiment, c'est vraiment un truc qui est dur à faire, qui est ultra difficile. Donc, effectivement, n'ayez pas peur d'échouer si à la fin vous échouez. Au pire, vous aurez tenté. Sur. Clairement, il y a des moments où on ne savait pas si on allait passer le mois, on ne savait pas si on avait assez d'argent pour payer les salaires à la fin du mois. Donc, c'est des moments que je ne vous recommande pas de vivre ces moments-là, c'est pas bien. Il faut au moins 3 à 6 mois de trésorerie, c'est le minimum. Sinon, voilà. Mais bon, bref. En gros, il y a des moments où c'est dur et juste, c'est dans ces moments-là où il faut persévérer. Parce que si vous restez assez longtemps dans le jeu et sur le marché, vous allez, vous allez potentiellement réussir, quoi. Il y a deux trucs. C'est le fondateur de Segway qui dit ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, Segway. Là, c'est des trucs où il faut se pencher pour avancer, sur lesquels on a l'air pas très malin, mais il y en a dans tous les trucs de vacances. En gros, il a dit, il a une métaphore qui est assez marrante sur l'entrepreneuriat. Il dit que lui, il embrasse des grenouilles toute la journée. Et en gros, c'est ce qu'il fait. Et à la fin, potentiellement, il y en a une qui se transforme en prince charmant. Et en gros, donc il dit, en gros, il y a des jours où tu peux embrasser 2000 grenouilles et à la fin, t'as aucun prince charmant, t'as de la bave de grenouilles partout sur toi et tu vas te coucher, t'es dégoûté et voilà. Et il y a des jours où tu vas en embrasser genre 2 et le deuxième va se transformer en prince charmant et ça va être fou. Et donc, en gros, il faut persévérer et tant que le prince charmant n'est pas apparu, potentiellement, ça peut être le cas dans le futur. Et après, il rationalise ça en disant quand même qu'il y a différents types de grenouilles, etc. Enfin, bon, bref, vous irez lire ça, mais histoire que je ne sois pas trop long. Mais donc voilà, et effectivement, foncez. Il n'y a pas de petites étapes. Donc, construisez tout de suite aujourd'hui. Faites aujourd'hui la première action sur laquelle vous serez reconnaissant à la fin de cette journée ou à la fin de cette conférence. Je sais pas, faites le premier truc que vous pourriez faire pour rendre service à votre projet. Et la dernière étape, juste un tout petit truc qui est un peu difficile, mais en gros, notre cerveau, et c'est pas moi le plus scientifique de la bande là, mais notre cerveau est programmé pour faire en sorte d'accepter plus facilement les récompenses instantanées versus la récompense future. C'est-à-dire que vous préférez tous, je sais pas, manger maintenant un gros éclair au chocolat plutôt qu'une salade et d'aller faire du sport. Sauf qu'en fait, dans 10 ans, potentiellement, vous regretterez ça si vous faites ça tous les jours. Euh, donc, pensez à qu'est-ce que vous pouvez faire qui va rendre service à votre futur vous. Et normalement, ça va plutôt bien se passer. Voilà, j'espère que c'était clair. Mais c'est une tannée, c'est difficile, donc ayez du courage et continuez.